Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de vous joindre à nous pour ce premier webinaire de rendu du projet Piafenco. On a un ordre du jour assez chargé. Donc maintenant qu'on a commencé, on va pouvoir dérouler et euh, je vais vous présenter l'ordre du jour de ce webinaire. Attendez, hop. Voilà, donc comme vous l'avez sûrement vu, on a décidé de vous présenter les rendus les résultats de notre projet en deux sessions d'une heure plutôt qu'une session de 2 heures, hein, ça nous paraissait quand même plus digeste. Donc aujourd'hui, la première session, on va vous parler forcément un petit peu de notre projet, mais se concentrer assez rapidement sur la zone d'étude du projet et la méthodologie de recherche mise en place, avant de parler de la fréquentation de la zone, de la zone de l'éolienne par les chiroptères d'une part, puis par les oiseaux, avant de nous concentrer sur vraiment l'étude de l'utilisation de l'éolienne flottante par les oiseaux. Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Le sujet de jeudi prochain à la même heure, c'est plutôt sur la suite, c'est les interactions en vol des chiroptères et des oiseaux avec l'éolienne, avec un focus sur le suivi de mortalité qu'on a pu mettre en place. Et c'est à ce moment-là qu'on vous présentera à nouveau les conclusions de l'ensemble du projet. Et aujourd'hui, on a 4 intervenants, dont moi-même, Thomas Soulard. Je suis chef de projet à la Fondation OpenSea et je suis accompagné de mes deux collègues, Marine Reynaud, Olivier Arlory, aussi à la Fondation OpenSea, qui sont chargés et responsables du suivi environnemental, et puis Anaïs Pessato, qui est chercheuse au Muséum national d'histoire naturelle et au CESCO. Mais on n'est pas tout seul. Il y a aussi nos partenaires du projet qui sont là pour répondre à vos questions. Antoine Chabrol du Muséum, Nathalie Tertre de DS Power Solutions et Olivier Martinet de BW Ideol. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même donner la parole à Vincent Guénard de l'ADEME pour nous dire 2 mots sur le soutien de l'ADEME à ce projet. Vincent? Oui, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, donc je suis Vincent Guénard, coordinateur du pôle éolien énergie marine. Donc, on a financé ce projet dans le cadre de notre appel à projet énergie durable. Bon, pour plusieurs raisons, mais déjà sur la thématique, la thématique des interactions avec la faune volante et l'éolien, c'est toujours c'est un sujet qui est intarissable. Et d'autant que là, ça permettait de profiter du démonstrateur, FlowGen. Donc, c'est un des projets de R&D qui se greffe sur un pilote. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Et aussi, je ne sais pas si ça va être évoqué, mais ayant en tête qu'il y a les études Migralion aussi qui sont sorties sur le même sujet en Méditerranée. Je voulais aussi parler de ça. Nous, à l'ADEME, on n'intervient pas directement, mais comme tout suivi de filière, c'est une étude hyper importante pour le développement de l'éolien flottant. Voilà, je ne prendrai pas plus de temps et je vous souhaite de bons webinaires. Et voilà, il y a plus de 100 personnes, donc c'est un large succès. Ah Merci. bah merci, c'est gentil de dire que c'est un succès avant qu'on ait présenté les résultats, mais ça me va très bien. Merci Vincent. Et puis, en effet, je pense que ça va transparaître que notre projet il peut être assez complémentaire à ce qui a été publié par Migralion il n'y a pas très longtemps. Et donc, hop, j'enchaîne. Avant de passer au contenu directement, je voulais faire un petit point logistique quand même, enfin logistique pratique. On a un Q&R, un Q&R pour que vous puissiez nous contacter. Donc, vous pouvez poser vos questions. Nos collègues qui interviennent pas peuvent répondre aussi. C'est plus simple de passer par là que par le chat, mais on essaiera de répondre et si on peut, on prendra à l'oral. On a aussi, on va publier tous ces résultats dans un livrable d'ici peu. Donc, vous pouvez vous concentrer sur l'écoute, pas forcément la prise de notes ou les captures écran, hein. Tout sera dans un document public. Et enfin, on a choisi de présenter le projet plutôt par objectif, donc par thématique, hein, je vais revenir dessus juste après, mais en suivant le cycle de vie de la donnée. Chez nous, ça paraissait plus naturel, donc à chaque fois qu'on présentera une thématique comme l'utilisation du flotteur par les oiseaux, ben, on présentera d'abord comment on a créé la base de données, comment on a collecté de la donnée, quels sont les moyens, ensuite comment on les a traités, c'est bien souvent là qu'on fait intervenir une IA, et puis après l'analyse et l'interprétation. Donc c'est peut-être un petit peu différent de ce que certains d'entre vous peuvent connaître sur une publication scientifique, hein. On va d'abord présenter les moyens, matériels et méthodes, puis les résultats. Ici, on va plutôt faire objectif par objectif. Et donc, on présentera dans l'ordre du cycle de la donnée. Et donc, on en vient vraiment au vif du sujet. Le projet Piafenco lui-même, c'est un projet de 4 ans qui a commencé en 2022, qui regroupe 5 partenaires. Vous voyez les logos en haut à droite de l'écran.
On a eu Centrale Nantes au début, puis la Fondation OpenSea par la suite pour eh bien, piloter, gérer le projet en lui-même. Et puis on a été responsable de pas mal de suivi de terrain. On est accompagné du Muséum national d'histoire naturelle et le CESCO pour l'expertise scientifique avifaune et chiroptère. BW Ideol qui opère le démonstrateur FlowGen et qui a permis de réaliser pas mal des suivis qu'on a pu mettre en place. Et enfin, parc éolien en mer de Saint-Nazaire avec le DevPower Solutions pour le contexte éolien et notamment avec la proximité du parc et du prototype flottant qui nous ont permis de mettre en contexte en effet les études qu'on a pu mener. C'est un budget de 300 000 euros financé par l'ADEME. Et je pense que si vous êtes ici, c'est que vous êtes familier avec soit l'éolien, soit l'avifaune, faune volante, soit les deux. Mais j'aime bien présenter le contexte en réutilisant les mots de nos partenaires du muséum, en disant que voilà, on sait aujourd'hui que l'éolien, dont l'éolien offshore, est une des meilleures solutions pour lutter contre le changement climatique. On sait aussi qu'on va devoir en installer de plus en plus, hein. Les chiffres en France, c'est 1,5 gigawatts aujourd'hui, 45 gigawatts demain, enfin demain, mais 2050. Mais on sait aussi que ces éoliennes ne peuvent pas être neutres pour leur environnement proche. Et donc, on est face à ce dilemme vert, là, green dilemma, comme le disent certains de mes collègues. Et nous, à Piafenco, on ne prétend pas pouvoir le résoudre tout seul, hein. Il y a d'autres études sur le sujet, mais ce qu'on essaie de faire, c'est d'acquérir des nouvelles connaissances sur les interactions entre faune volante et éolienne offshore, et de tester et de décrire des nouveaux protocoles qui pourraient servir à des suivis futurs. Donc c'est bien ça qu'on a essayé de faire pendant 4 ans. Et ça se résume en quelques chiffres. Et c'est aussi à mettre au regard du budget, hein. Ceux qui montent et opèrent des projets vont peut-être s'en rendre compte, mais entre le budget initial et ce qui est réalisé, il y a eu beaucoup de travail, quoi. Donc on étudie bien 2 compartiments, je l'ai dit, hein, l'avifaune et les chiroptères. On a fait différents types de suivi. Pour la mortalité, on a dû demander des autorisations, on a fait pas mal de suivi. On a eu pas mal de suivi acoustique avec plusieurs points de mesure et des téraoctets de données, plusieurs caméras, des dizaines de milliers d'images et des milliers d'heures de vidéos à regarder. Et en tout cas, on a regardé ou écouté tout ça avec pas moins de 4 IA ou détecteurs différents pour mener l'analyse. Et c'est bien ça qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. Et donc, je vais rapidement passer la parole à ma collègue Marine pour vous parler de la zone d'étude quand même, je ne l'ai pas décrit, et de l'état des connaissances sur cette zone, avant de vous reparler de la méthode scientifique qu'on a appliquée dans le projet. Marine, à toi. Oui, bonjour à tous, merci Thomas. Donc moi, je vais commencer par vous présenter le site d'études et l'état des lieux des connaissances sur la faune volante dans le cadre du projet Piafenco. Donc le projet Piafenco, il se concentre principalement donc sur le site des CCMREV, qui est dédié aux énergies marines renouvelables, où est installée en fait l'éolienne flottante FlowGen depuis 2018, qui est la première éolienne en mer implantée en France. Pour vous donner quelques chiffres caractéristiques, cette éolienne fait 2 mégawatts. Elle fait 100 mètres de hauteur en bout de pale, 40 mètres de longueur de pale. Son flotteur est carré avec percé au milieu, vous verrez des photos après, et il fait 36 mètres de côté. Pour la caractérisation de la zone d'étude, la première étape, c'est de déterminer l'étendue de l'influence de l'éolienne flottante FlowGen sur l'avifaune et les chauves-souris. Une zone d'influence d'un projet éolien en mer est généralement déterminée en fonction de la biologie des espèces nicheuses à proximité du site d'implantation. En fait, on se base sur les rayons de recherche alimentaire en partant de la localisation des colonies de reproduction. Donc, ce rayon est propre à chaque espèce. Et pour les espèces non nicheuses, il n'y a pas vraiment de distance particulière. On regarde plutôt la fréquentation du site par rapport à ces espèces. Donc, l'espèce nicheuse qui a le rayon de recherche alimentaire le plus élevé à proximité de FlowGen, c'est le goéland brun, avec un rayon de 140 à 180 km, qui va donc constituer la zone d'influence maximale. Dans le cadre du projet Piafenco, la zone d'influence qui a été retenue, c'est un disque de 50 km de diamètre qui est recentré sur le site des CCMREV, car elle englobe la zone Natura 2000 du Mortbraz. C'est une zone de protection spéciale pour la bifaune. Le parc éolien de Saint-Nazaire, les îlots et les îles aux alentours et la frange côtière. On a fait ce choix des 50 km car pour la grande majorité des colonies d'oiseaux marins, le rayon de recherche alimentaire est plutôt de l'ordre de 50 km.
Et cette valeur est également cohérente par rapport aux études d'impact des parcs éoliens en mer. Et cette zone, elle intègre bien les îles où sont présentes des colonies sédentaires et migratrices de chiroptères, ce qui nous conforte dans ce choix. Dans la caractérisation de la zone d'étude, elle a été établie grâce aux études du parc éolien de Saint-Nazaire et également d'un rapport qui a été commandé à Bretagne Vivante qui s'appuie sur le recensement décennal des oiseaux marins nicheurs de 2020 à 2022 et qui est vraiment centré en fait sur SEMREV. Ce rapport sera bien entendu rendu public. Il conclut qu'il y a un manque de connaissances sur les oiseaux migrateurs et que 28 espèces d'oiseaux marins et 18 espèces de chiroptères seraient susceptibles de fréquenter la zone d'étude. Oui, pardon. Et on a des petites fiches signalétiques comme celles qu'on voit à droite pour chaque espèce d'intérêt dans la zone. Vas-y. Merci. Maintenant, si on regarde les impacts, l'installation d'une ou plusieurs éoliennes peuvent constituer à la fois des risques et ou des opportunités pour la faune volante. Concernant les risques, donc ces structures peuvent être un obstacle pour les déplacements avec des modifications et ou une augmentation de temps de trajet, par exemple pour les migrations. Il peut y avoir une modification fonctionnelle de l'habitat, comme par exemple une perte d'une zone d'alimentation. Et les risques donc, les plus connus, c'est les barotraumatismes et des collisions donc, avec le mât ou les pales de l'éolienne qui peuvent entraîner des blessures, voire le décès de l'animal. Quand on regarde les opportunités, donc le flotteur peut constituer une zone de reposoir ou de refuge. Il peut également y avoir un effet récif avec l'augmentation de la capacité d'accueil du site ou une disponibilité alimentaire plus importante. Un effet réserve peut aussi être observé avec la diminution des activités anthropiques, notamment avec la diminution, voire comme sur SEMREV, une interdiction des activités de pêche ou de la navigation. Merci, merci Marine. Ce qu'on a fait, donc cet état de l'art est décrit dans le rapport, puis on se base sur le rapport que Marine a mentionné de Bretagne Vivante, et puis sur la base de l'état de l'art et des connaissances des partenaires du projet, on a décidé de l'organiser, hein, d'organiser le rendu aussi par objectif et en utilisant les zones fonctionnelles. Pour ceux à qui ça parle, une zone fonctionnelle, c'est une zone spécifique pour ses fonctions écologiques pour une espèce. Et ici, en l'occurrence, on a deux parties et c'est pour ça qu'on a deux webinaires aussi. Donc tout d'abord, on essaie de comprendre en quoi l'utilisation de ces différentes zones fonctionnelles peut être modifiée par une pression nouvelle, qui ici est l'éolienne flottante pour ça qu'on l'a mis par-dessus l'image. Donc on va s'intéresser à ça. Et puis d'autre part, si on arrive à mettre en avant des modifications d'usage, en quoi ils peuvent influencer le risque, notamment le risque de collision sur les individus qui seraient présents. Donc d'abord, on va regarder les usages, enfin les utilisations, puis les risques. Et c'est comme ça qu'on a construit et le rapport et ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va vous parler de ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire la partie utilisation. Donc avec les chiroptères tout d'abord, on va essayer de caractériser la fréquentation des chauves-souris sur la zone de passage autour de cette éolienne. On va faire un peu la même chose pour les oiseaux, caractériser la fréquentation de la zone. Puis pour les oiseaux, on va aller un peu plus en détail dans l'utilisation de cette éolienne flottante, notamment en zone de repos. On va le voir juste après. Donc voilà, à l'écran, vous voyez ces différentes zones. Vous voyez des petits pictogrammes qui vous disent si c'est plutôt, on a regardé plutôt pour les oiseaux, plutôt pour les chiroptères ou les deux. Et ensuite, les types de suivi qu'on a pu mettre en place avec suivi acoustique nocturne, suivi de mortalité, suivi par image et des fois des observations visuelles par les opérateurs. Mais avant de rentrer dans les détails, je veux voir si j'ai encore tout le monde avec moi après l'introduction et je vous propose de répondre à des petites questions. Donc, pour ceux qui connaissent, il faut utiliser WooClap. Ceux qui ne connaissent pas, c'est pas très compliqué. Il suffit de soit scanner le QR code que vous avez à l'écran, soit aller sur le site wooclap.com et taper le code à 6 lettres que vous voyez là. Donc, normalement, si je fais ça, vous allez le voir à nouveau. Je vous laisse juste le temps de scanner, sortir votre téléphone, scanner ça.
mettre le nom de code et je vais vous poser 3 petites questions. Donc, j'attends qu'il y ait quelques participants. On a 114 participants en ligne et une quarantaine sur le WooClap. Je n'attendrai pas que tout le monde soit là, mais c'est un peu pour voir si vous êtes dans le bon état d'esprit pour écouter les résultats qu'on a à vous présenter. Donc le code, c'est, voilà, vous allez sur wooclap.com. Normalement, il vous propose tout de suite un code à taper. Le code de l'événement, c'est SOMSSP. Et pour ceux qui sont plus habiles, il y a un QR code. Euh, ce que j'utilise pas très souvent. C'est parti. Du coup, je vais vous poser une question assez simple. Alors, Marine vous a présenté la zone d'étude. Le site SEMREV, il est à 20 km de la côte. À votre avis, sur notre projet, pendant les différentes années d'écoute, combien d'espèces de chiroptères, de chauves-souris, a-t-on pu entendre? J'ai mis entendre entre guillemets. Euh, mais bien sûr, combien on a pu en détecter avec nos systèmes acoustiques. Là, je vois pas. Ah, je vois les résultats arriver, pardon. Ok. Hmm, une grosse proportion de 5, 10, 10, 15. Il n'y a personne qui a mis 0. Ça veut dire que tout le monde sait qu'à 20 km des côtes, il y a des chauves-souris. Très bien. Bah, c'est plutôt une bonne chose. Donc la réponse correcte, vous la verrez tout à l'heure, hein, c'est en effet, on en a entendu 6 espèces différentes de chauves-souris. Donc ce qui est important à retenir, c'est qu'il n'y en a pas 0, même si on est assez loin des côtes. Bravo, vous êtes tous, personne n'est tombé dans le panneau. La question d'après, c'est plutôt sur les oiseaux, donc c'est un peu la même. À votre avis, combien d'oiseaux a-t-on pu entendre, comme celui-là par exemple, qui est le Puyo Véloce, si je ne me trompe pas. Et en attendant, je peux même vous le faire écouter. Je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, moi je l'entends. Je ne sais pas si vous l'entendez. Marine, non? Il faut que chacun clique sur le petit son ici. En tout cas, c'est le son du Puyo qu'on a enregistré sur le flotteur. Ok, donc il y en a quand même une grosse proportion de 20 à 40. La bonne réponse, c'est à nouveau ça. J'ai l'impression que notre auditoire est vraiment très très calé. Euh, et ben, Anaïs vous montrera le chiffre exact tout à l'heure. Et dernière question, donc c'est un peu visuel. Normalement, vous devez le voir sur votre téléphone, mais je peux zoomer. Sur une image comme celle-là, qui est un morceau du pont du flotteur, hein, on en parlera tout à l'heure. À votre avis, combien d'oiseaux au maximum peut-on voir sur ce genre d'image-là, sur ce petit morceau de flotteur, sachant que la largeur, plus en tête, c'est une douzaine de mètres, la largeur du pont à cet endroit-là. Et les réponses s'affichent là. Personne pense 0, mais ça, je ne m'y attendais pas non plus. Ok, on a pas mal de réponses plutôt entre 80-100 et 40-60. Eh bien, j'avais mis 80-100 tout en bas en me disant que les gens répondraient plutôt au milieu, mais non, c'est bien 80-100. Ça dépend on a pu en détecter presque 90 sur juste un plan comme celui-là. Vous verrez tout à l'heure, c'est assez. Enfin, moi, je trouve ça assez impressionnant. Bah, merci pour votre participation. Normalement, ça vous met en bonne condition pour écouter la présentation des résultats. Je vais laisser mes collègues le faire, en tout cas pour la partie acoustique. Marine, je te redonne rapidement la main pour la caractérisation de la fréquentation par les chauves-souris de la zone de passage, notamment pour la partie matériel et méthode collecte de données. Vas-y, Marine. Effectivement, notre premier objectif était de déterminer donc s'il y avait si des chauves-souris étaient présentes à proximité de l'éolienne, quelles espèces étaient présentes si oui, à quelle période de l'année et s'il y avait des conditions météorologiques spécifiques à cette présence. Alors là, dans le cadre du projet, on va faire un constat de présence après l'installation de l'éolienne. Il n'y a pas eu de suivi qui a été mené avant, donc on ne peut pas faire un avant-après, une comparaison entre les deux. Donc pour ce faire, donc, on a instrumenté plusieurs sites avec des capteurs acoustiques, donc un point d'écoute au Croisic, un point d'écoute également au phare des Grands Cardinaux, 3 points d'écoute au niveau du parc éolien en mer de Saint-Nazaire et 2 points d'écoute sur l'éolienne flottante Flogen. Dans cette présentation et dans le rapport, il y a seulement les données issues de l'éolienne Flogen qui vous seront présentées. Les autres données n'ont pas pu être traitées. Donc sur l'éolienne Flogen, donc il y a 2 capteurs acoustiques qui ont été installés. Donc c'est des SM4
BAT. Elles ont installé en octobre ou mars 2022 jusqu'à juin 2025, à la fois au niveau du flotteur et en nacelle. L'enregistrement était programmé pour un déclenchement 30 minutes avant le coucher du soleil et jusqu'à 30 minutes après le lever du soleil, selon le même protocole en fait que le point fixe de Vigikiro. Les micros ont été changés tous les ans et ont montré une bonne tenue en mer, dans les conditions extrêmes. On a eu jusqu'à 3 mois d'autonomie en mettant des cartes SD de 512 Go et avec l'installation soit de batteries externes couplées à des panneaux solaires, soit directement raccordées au secteur. Voilà, je vais laisser la parole à Anaïs qui va vous présenter le traitement de la donnée et les résultats. Merci Marine et bonjour à tous, j'espère que vous entendez bien. Alors en ce qui concerne le traitement de la donnée, donc des enregistrements acoustiques, on a utilisé l'outil Tadarida pour détecter et identifier automatiquement les cris de chauve-souris. Donc Tadarida, c'est un outil qui a été développé par le Muséum, en particulier pour le programme Vigikiro, qui est le suivi national des chauves-souris par l'acoustique. Pour chaque identification faite par le logiciel Tadarida, on obtient un indice de confiance. Et nous, on a choisi de regarder manuellement toutes les identifications avec un indice supérieur à 0,5. Comme unité de mesure, on a pris le contact, qui est la présence d'au moins un cri de chauve-souris dans une fenêtre de 5 secondes. Et les données qui ont été analysées là pour cette présentation correspondent aux données enregistrées de octobre 2021 à décembre 2023 sur la plateforme. Alors ici, en bas, on vous a mis un sonogramme. Pour les personnes qui ne sont pas familières avec ce qu'est un sonogramme, c'est la représentation graphique d'un son, donc en fonction de la fréquence et du temps. Et en haut aussi, vous avez l'amplitude des cris. Vas-y Thomas, si tu veux jouer le cri, tu peux, mais nous, on n'entend rien en tout cas. Oui, je l'ai mis, Anaïs, mais je pense que je n'arrive pas à partager le son de mon ordi. Donc on a un son. Moi, je l'entends, en tout cas. Ok. C'est les effets du direct, je suis désolé, je n'ai pas réussi à régler ça. Ça marche. Bon, ben, du coup, normalement, on devait entendre une noctule de Lessler. Et juste pour information aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que les chauves-souris, elles émettent des ultrasons dans des très très hautes fréquences que normalement on n'entend pas. Et là, ici, on avait modifié l'enregistrement en fait pour que ce soit entendu. Donc, c'est en expansion de temps. Tu peux passer à la prochaine diapo. Alors, sur la plateforme, donc au niveau le plus bas de l'éolienne, on a détecté au moins 6 espèces durant toute la période qu'on a étudiée. On a donc détecté la sérotine commune, la noctule de Lessler, la noctule commune, la pipistrelle natusius, la pipistrelle commune et la pipistrelle de Kuhl. Ce qui est intéressant au sein de ce cortège d'espèces, c'est qu'on a des espèces migratrices longue distance, donc qui peuvent effectuer des migrations de plus de 1000 km, comme la noctule de Lessler, la pipistrelle natusius, mais aussi la noctule commune. Et on a aussi des espèces qui sont connues pour être un peu plus sédentaires ou dispersées à plus faible distance, comme la pipistrelle commune. Tu peux mettre le graphique suivant. Merci. Donc sur ce graphique, on a la représentation au cours de la période échantillonnée, donc octobre 2021 à novembre 2023, de tous les contacts qu'on a eus en fonction de l'heure de la journée. Donc les périodes les plus noires, les plus grisées, ce sont les périodes sans mesure, durant lesquelles on n'a pas d'enregistrement pour diverses raisons, comme lorsque les capteurs n'étaient pas encore branchés sur batterie, mais qui marchaient sur des piles. Il fallait des maintenances assez régulières et c'est parfois pas possible, notamment en hiver. Et donc la partie du milieu, la partie grisée claire, ça correspond à la période qui a été échantillonnée chaque nuit. Et on voit sur ce graphique qu'il y a quand même beaucoup plus d'activité en automne, en octobre 2021 et puis plutôt septembre-octobre 2023. Mais il est important quand même de noter que l'échantillonnage n'est pas homogène et qu'on n'a pas trop de données au niveau du printemps ou d'autres périodes. Alors ici, c'est une représentation très brute de ce qu'on a obtenu concernant les nuits échantillonnées. Donc chaque point correspond à une nuit. Et les points noirs, donc les points remplis, correspondent à des nuits où on a eu au moins un contact de chauve-souris. Et cela en fonction de la température de la nuit et de la vitesse du vent. Alors on voit qu'on a plutôt une grosse densité de présence de chauve-souris par des températures entre 15 et 20 degrés et des vents autour de 4-6 mètres par seconde.
Et le trait rose en pointillé qu'on voit, c'est la limite de déclenchement de l'éolienne floatgen qui est autour de 3,5 mètres par seconde. Et on voit donc qu'il y a qu'on n'a pas de chauve-souris en mer à un vent supérieur à 12 mètres par seconde, mais qu'on a quand même 87% des nuits avec de l'activité au-dessus du seuil de fonctionnement de l'éolienne. Et on en a 62% au-dessus de 5 mètres par seconde. Et 5 mètres par seconde, c'est le seuil qui est souvent utilisé sur Terre pour le bridage pour les chauves-souris. Et Anaïs, je crois que j'ai trouvé comment le partager, donc je vais essayer. Ah, J'espère pas nous faire perdre du temps et que ça marche directement. oui, on entend. Ouais, vous l'entendez? Oui. Ouais, t'as l'oreille, hein? Je vais pas mais voilà. Est-ce que vous l'avez? Voilà. On peut découvrir, enfin, moi, je savais même pas qu'on entendait les chauves-souris dans l'audible, donc c'est intéressant. Merci pour ça, Anaïs. Ah, on entend un peu mieux là. Oui, Je te remets où tu étais. Pardon, merci. vas-y. Donc, pour l'étude, on a essayé de modéliser dans quelles conditions météorologiques on avait des chauves-souris qui étaient présentes au cours d'une nuit. On a étudié cette présence en fonction. Donc, présence sur les graphiques, c'est en bas, c'est 1. Il y avait des chauves-souris autour de l'éolienne et 0, il n'y avait pas de chauves-souris. Et donc, on a mis ça en relation avec la précipitation au cours de la nuit, la direction du vent, la vitesse du vent et la température. Sur le premier graphique, on voit qu'on a eu un effet significatif de la vitesse du vent avec une diminution de la présence de chauves-souris quand le vent augmentait, donc pas de chauves-souris au-dessus d'un vent de 12 mètres par seconde, comme je vous ai dit précédemment. On a ensuite un effet significatif de la température avec un optimum autour de 19-20 degrés, donc plus de chauves-souris par température 12, puis ensuite, quand on voit que ça redescend par temps un peu plus chaud. Et on a aussi un effet de la direction du vent. On a plus d'activité de chauve-souris lorsqu'il y a un vent de nord-nord-est, comme représenté sur la petite rose des vents en bas à droite. Et ce résultat est assez intéressant parce qu'il correspond en fait avec l'axe de migration probable d'Apicus salonatusus qui est figuré sur le schéma en haut. Donc le tracé jaune correspond aux zones de migration probable de Apicus salonatusus et donc est concordant avec cette direction du vent qu'on obtient. Et on n'a pas eu d'effet significatif de la précipitation. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir sur la fréquentation des chauves-souris autour de Floatgen? C'est qu'on a une forte activité des chiroptères autour de l'éolienne en automne, principalement par température plutôt douce et vent faible venant du nord. Et ces conditions sont similaires à ce qui est retrouvé dans la littérature, plutôt dans la littérature donc des suivis qui ont été faits en mer du Nord et en mer Baltique, mais aussi qui est concordant avec les données qui ont été obtenues sur le parc éolien en mer de Saint-Nazaire et qui sont publiques avec le rapport OGEO 2024 et le 2025 devrait bientôt sortir, si je ne dis pas de bêtises. Nathalie nous dit que oui, avec un pouce en l'air. Merci Anaïs, je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, mais je vais vous redonner la parole sous le même schéma, puisqu'à présent on va parler de la fréquentation toujours de l'éolienne, mais par les oiseaux. Et à nouveau, je redonne la parole à Marine pour nous parler de la méthode de collecte de données, et puis Anaïs nous présentera les résultats. Vas-y Marine. Merci Thomas. Donc de la même façon que les chauves-souris, on a cherché à déterminer quelles espèces d'oiseaux étaient présentes à proximité de l'éolienne et à quelle période de l'année et s'il y avait des conditions météorologiques spécifiques. De la même façon, ça va être un constat de présence après l'installation de l'éolienne. Il n'y aura pas de comparaison avant-après. On a instrumenté avec des capteurs acoustiques plusieurs points, plusieurs sites. Donc un point d'écoute au Croisic, un autre au niveau des phares des Grands Cardinaux et 2 points d'écoute au niveau de Floatgen. Pareil que tout à l'heure, donc la présentation et le rapport comprendront seulement les données issues de l'éolienne Floatgen. Les autres données des autres sites n'ont pas pu être traitées. Et l'étude sur les conditions météorologiques n'a pas pu être menée non plus.
Donc sur Flogen, donc il y a 2 capteurs acoustiques. Donc là, c'est des SM4 Bird qui ont été installés de mars 2022 à juin 2025. Pareil, au niveau du flotteur et en nacelle. Les enregistrements ont été programmés en continu du lever au coucher du soleil, donc en période nocturne. Les micros ont été changés tous les ans, mais ceux au niveau du flotteur ont dû être équipés d'une protection en mousse étanche pour pouvoir limiter la corrosion et la saturation au vent. Et des filtres ont également été appliqués au programme d'acquisition pour réduire cette saturation liée au niveau du vent. Et en termes d'autonomie, comme pour les chiroptères, on avait 3 mois d'autonomie avec les cartes SD 512 Go et avec l'installation de batteries externes couplées à des panneaux solaires ou directement raccordées au secteur. Merci Marine. Si Anaïs veut enchaîner, vas-y. Oui, merci Marine. Donc pour traiter encore une fois cette donnée acoustique, on a utilisé un détecteur de détection et d'identification automatique. Donc on a utilisé Burnet, que vous connaissez peut-être. Pour chaque identification, on a encore une fois un indice de confiance. Donc là, on a vérifié manuellement les identifications avec un indice supérieur à 0,5, tout comme les chauves-souris. Mais on n'a pas pu vérifier tous les contacts. Donc là, il y a au moins une vérification par espèce et période d'enregistrement. Donc les périodes d'enregistrement étaient définies par les maintenances qui ont pu être faites. Donc ça allait d'environ 3 semaines à 3 mois. Pour l'unité, on a utilisé le contact qui est la présence d'au moins un cri dans une fenêtre de 3 secondes de Burnet, donc avec un indice de confiance supérieur à 0,5. On a aussi calculé la saturation par fichier parce que les oiseaux émettent dans des fréquences qui sont bien plus faibles que les chauves-souris et ces fréquences peuvent être chevauchées par la saturation qui peut être qui peut être provoquée par le vent, comme on voit en fait sur le sonogramme en bas, la partie tout en bas en jaune blanche, ça correspond en fait à du vent, du bruit de vent. Et donc, on a essayé de quantifier cette saturation avec un indice et on obtient donc sur une échelle de 0,1 des fichiers très saturés, donc 1, 100%, c'est ce qu'on a sur les figures de droite, donc tout jaune en gros, si on les regarde sur des sonogrammes, et puis des fichiers peu saturés où là, on peut voir clairement que des zones plus noires. Ensuite, l'analyse a été faite sur les données enregistrées d'avril 2022 à mars 2024. Et là, on va vous les lunettes. Vas-y. Oui, pardon, il y a un tout petit peu de bruit de fond, mais on arrive à l'entendre normalement. Merci. Donc, je vais pas sauter à montrer sa présence. Je passe à la prochaine. Vas-y. Merci. Donc, on a détecté au moins 24 espèces de chauves-souris hors goéland. Donc, là, on n'a pas étudié les goélands avec ces enregistrements nocturnes. Donc, 24 espèces détectées lors de 80 nuits différentes sur les 502 échantillonnés. On a des oiseaux marins, dont la sterne cogecte qui a été détecté le plus. On a aussi des oiseaux d'eau, plusieurs espèces de chevaliers, par exemple, des oiseaux terrestres comme les grives, mais aussi le rouge-gorge qu'on a en très grand nombre. Donc, sur ces 24 espèces qu'on a détectées, 10 n'avaient pas été recensées sur la zone lors du diagnostic environnemental, ce qui est assez intéressant, mais ce qui est aussi attendu parce que ce diagnostic a été basé seulement sur des suivis d'hiverne. Après, il y a un petit point à noter, c'est qu'on a utilisé Burnet, qui n'est pas forcément un outil entraîné pour les données acoustiques en mer. Donc, il y a pas mal de faux positifs qui demandent une vérification manuelle de tous les contacts, mais qui demandent bien plus de temps que ce qu'on a eu. Et donc, par exemple, le héron cendré, on l'a validé manuellement, mais il y avait quelques cris qui étaient identifiés comme étant du héron, mais qui étaient en fait du goéland. Donc, il y a encore des petits problèmes avec cette IA. En ce qui concerne la période, donc sur les graphiques à droite, vous avez en haut les espèces. Donc, un point, c'est la présence de cette espèce à un moment donné, donc au cours entre avril 2022 et avril 2024. En haut, c'est sur la plateforme, donc en bas de l'éolienne, et le graphique B en nacelle, c'est en haut de l'éolienne.
on remarque qu'on a majoritairement détecté des oiseaux en période post-nuptiale, donc plutôt en octobre 2023, on peut voir que sur la nacelle, on a eu pas mal d'espèces. Donc, on a plus d'espèces qui ont été détectées sur la nacelle que sur la plateforme. Pour le moment, on n'a pas d'explication, mais on a quelques hypothèses sur la baisse de détectabilité au niveau de la plateforme. Donc, il y a cette différence de matériel que Marine mentionnait, avec le micro sur la plateforme qui était dans une protection en mousse, alors que sur la nacelle, on n'avait pas mis de protection. Ça peut être aussi une différence due au comportement des oiseaux, peut-être qu'ils volent plus haut sur certaines périodes. Ou alors, ça peut être aussi lié à la performance de Burnet par rapport au bruit ambiant. Sur la plateforme, en fait, on entend beaucoup plus de vagues ou autres bruits venant de la plateforme, et ça pourrait perturber la détectabilité par Burnet. Par contre, on ne pense pas que ça vienne d'une différence de saturation, parce que comme on peut le voir sur l'histogramme en bas, on a à peu près la même portion de fichiers saturés en nacelle et sur la plateforme. Donc, ce qu'il y a à retenir sur la fréquentation des oiseaux autour de Floatgen, c'est qu'on a on a détecté plus d'espèces grâce au suivi acoustique, donc ça montre clairement une complémentarité des méthodes pour les suivis. On a aussi plus détecté d'espèces en automne, et ça, c'est concordant avec la littérature. Par exemple, aux États-Unis, ils ont trouvé plus d'oiseaux en migration pendant la période automnale qu'au printemps en mer. Mais il faut se souvenir aussi qu'on a un plus faible échantillonnage durant ces autres périodes, et qu'on a aussi ce problème aussi de l'utilisation de l'IA qui n'est pas encore très performante pour nos données à nous. Donc, il y a d'autres projets qui sont en cours et qui vont permettre d'améliorer cet outil pour les suivis en milieu marin. Merci Anaïs et merci Marine. Je pense que il n'y a pas de questions. Donc soit c'est parce que c'est très clair, soit parce que le QNR fonctionne pas, soit parce que c'est la digestion. Mais en tout cas, merci à toutes les deux pour cette partie fréquentation. On passe donc maintenant qu'on reste sur les oiseaux et on passe à l'étude de l'utilisation de l'éolienne par ces mêmes oiseaux. Alors, on aime bien utiliser cette image là, que vous voyez en bas à droite parce que c'est une image qui date un petit peu maintenant, hein, prise par ceux qui opèrent l'éolienne, et on voit bien une utilisation massive des goélands, et c'est ce qu'on va essayer de regarder plus en détail. Je vais vous garder la parole pour parler de la partie matériel et méthode, en tout cas la façon dont on a collecté les données. Maintenant qu'on a, avec l'acoustique, pu constater la présence des oiseaux, on va essayer de comprendre comment. On s'intéresse ici principalement aux oiseaux posés. Je ne sais pas si vous le voyez donc sur le schéma en haut à droite, on a une petite caméra de surveillance qui regarde les oiseaux posés sur le pont. On essaie de caractériser si il y a une utilisation du flotteur en zone de repos en priorité, puis éventuellement en zone d'alimentation. Et en effet, c'est fait avec cette caméra là de ce type-là qui regarde une zone restreinte du flotteur, un petit quart du pont, on va dire. Et donc avec ces moyens visuels, on va essayer de déterminer l'abondance d'une part et identifier les espèces d'autre part. Euh, la, la caméra de surveillance, elle a été installée par BW Ideol et maintenue depuis le début. C'est vraiment la base de ce suivi-là. Ça a un intérêt, ça a pas mal d'intérêt d'utiliser ce suivi-là. D'une part, c'est préexistant, hein, ça n'a pas été développé spécialement pour le projet. C'est à bas coût, c'est une caméra de surveillance. Olivier Idéol nous le dirait à bas coût, quoi, mais qui fonctionne très bien, qui a dû être changé peut-être une fois depuis 2018, si je ne me trompe pas, mais c'est assez efficace. C'est en continu, hein, on a une acquisition, eux ils ont une acquisition vidéo, mais on obtient une image toutes les 10 à 20 minutes qui nous est envoyée par BW Ideol, et puis on a un angle fixe, c'est-à-dire on regarde toujours le même angle du flotteur, qui est plutôt vers le boat landing, donc c'est là où les passagers arrivent. En tout cas, l'intérêt, c'est plutôt l'angle le fixe. On regarde toujours le même endroit du pont. Et puis, on a une durée longue, hein, puisque nous, dans le projet, on a de la donnée depuis plus de 4 ans maintenant. Donc, c'est ça qu'on a voulu tester, ce système, on va dire, low cost pour étudier l'abondance des oiseaux sur le flotteur. Et donc, ça, c'est la partie collecte de données. La partie traitement, on a fait une combinaison de traitements manuels par annotation et statistique, analyse, et d'intelligence artificielle. Ben,
plutôt de détecteur automatique hein, qu'une IA. Pour les experts, ça fait la différence. Et pour couvrir une plus grande période d'échantillonnage. Donc, je vous présente en dessous un peu ce qu'on a fait. Au début, on a pris 500 images qu'on a annotées et validées avec experts. On a fait une première analyse là-dessus pour essayer de comprendre ce qui se passait à l'été 2024. On a fourni ces annotations à Envol Environnement, un bureau d'études qu'on avait sélectionné pour nous fournir une solution de détection automatique. Et sur cette base de 500 images, ils ont fait une première version de l'IA. Cette première version nous a permis d'annoter avec donc l'IA plus rapidement 4000, à peu près 4000 images à noter automatiquement. Vous les voyez peut-être, mais on les verra mieux tout à l'heure, des petits cadres autour des oiseaux détectés. Et donc, à partir de ces 4000 images à noter, on a demandé à des experts ornithologues donc de la LPO et de Bretagne Vivante d'expertiser ces annotations. Ça fait beaucoup, 4000 à expertiser. Donc, in fine, on a obtenu à peu près 3000 images annotées par l'IA, vérifiées, validées par les experts. Donc, ça, c'était à peu près en mai 2025. Ça nous constitue un jeu de à peu près 3000 photos avec des oiseaux identifiés, notés, vérifiés. Ça permet de constituer un premier jeu de données qu'on va utiliser tout à l'heure. Et ensuite, sur la base de ces images annotées et vérifiées, on a fait tourner à nouveau les modèles de Envol Environnement pour obtenir une IA numéro 2 plus précise. La précision, en l'occurrence, est de 88% sur les goélands. Et cela constitue à nouveau un nouveau jeu de données, un troisième, et pour faire une troisième analyse. Donc, ce que va vous présenter mon collègue Olivier juste après, c'est ça. C'est l'analyse sur ces deux jeux de données-là, de photos vérifiées, expertisées et à base d'IA. On a voulu conserver ces deux jeux de données. Et comme vous le voyez, ça a pris un peu de temps pour en arriver là. Et donc, pour résumer, on a deux jeux de données, l'un sur l'année 2022, enfin, les deux, pardon, sur l'année 2022. On a soustrait les journées d'intervention humaine sur le flotteur. On voit là sur l'image, ils interviennent vraiment à cet endroit-là, donc on a choisi volontairement de ne pas mettre ces jours-là dans le jeu de données. Et donc, le jeu de données numéro 1, c'est 2797 photos, vérifiées par nos experts LPO-BV. L'autre jeu de données, c'est à peu près 30 000 photos, elles, issues de ce deuxième algorithme d'IA. Et on a sélectionné uniquement les photos avec un indice de confiance de plus de 90%. Olivier, je peux te redonner la parole, je pense, pour la présentation et je vais faire défiler le petit film. Ouais, merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, l'analyse des deux jeux de données, donc normalement vous voyez défiler les images sur le côté. Eh bien, donc les résultats qui sont présentés dans les tableaux dessous, ce sont les résultats du premier jeu de données. Les photos expertisées, celles qui ont un indice de fiabilité le plus fort sur la détermination, un niveau de détermination le plus fin possible. Parce que quand on a fait tourner le détecteur automatique, on lui a imposé quelques contraintes, notamment sur de la différenciation d'espèces, donc il est un petit peu moins précis. C'est un peu comme les sciences participatives, on vient compenser la précision de données par le nombre de données récoltées. Donc tout ça pour vous dire que les oiseaux qui viennent se poser sur le flotteur dans la partie observée du boat landing sont essentiellement dans une très très forte majorité, vous le voyez, des laridés, donc la famille notamment des goélands pour 94%. Et lorsqu'on zoome un petit peu et qu'on va regarder quels sont ces goélands, eh bien on se rend compte que la majorité, pratiquement la majorité, sont des goélands marins à hauteur de 47%. Et après, on retrouve notamment du goéland argenté, du goéland brun, un petit peu de goéland cendré, de la mouette, et bien sûr, à chaque fois, comme toute détermination, notamment des individus qu'on n'arrive pas à déterminer au maximum. Alors, on a pu voir quelles étaient les espèces présentes sur le flotteur, mais on s'est aussi intéressé à savoir comment elles les fréquentaient. Et pour ça, on a surtout mis en évidence de la variabilité temporelle. Alors, de la variabilité temporelle à plusieurs échelles. La première échelle, c'est la variabilité saisonnière. Donc, vraiment en lien avec le cycle biologique des oiseaux, donc des goélands, dans ce cas-là. C'est fait exprès que le graphe de gauche soit un peu petit, parce que ça, c'est vraiment le graphe données analysées avec les statistiques derrière. Et sur la droite, vous avez la synthèse en fait de ces analyses
Tout ça pour vous illustrer que en début d'année, au mois de février, les oiseaux reviennent de migration. Et là, on observe sur le flotteur une augmentation de la fréquentation du nombre d'oiseaux. Et tout de suite après, on voit que le nombre de goélands sur la plateforme tend à diminuer, notamment lié à un départ des adultes qui partent dans les colonies pour nidifier et commencer la phase de reproduction. En parallèle, on revoit notamment sur les goélands marins les immatures qui reviennent de migration un peu plus tard, qui viennent également utiliser le flotteur. Et vous avez un niveau assez faible de fréquentation du flotteur, à peu près tout le printemps jusqu'au début de l'été. Et dès l'été démarrant, là on revoit une progression, une augmentation de la présence des oiseaux sur le flotteur. Alors les premiers individus qui reviennent, on suppose que ce sont des adultes qui ont notamment échoué dans leur reproduction, donc qui ont commencé à quitter la colonie. Et puis le phénomène s'accélère, on arrive à la dispersion post-nuptiale pour arriver à un maximum de fréquentation sur les mois de septembre, octobre. C'est là où vous retrouvez votre chiffre de 80-90 oiseaux serrés les uns contre les autres sur le bout de flotteur qu'on a vu tout à l'heure. Et à partir du mois d'octobre, on revoit au début de l'hiver de nouveau une baisse de fréquentation. Alors plusieurs hypothèses pour expliquer cela. Donc déjà les phénomènes de migration, mais sachant que le goéland marin ne migre pas trop loin, donc ça peut jouer, mais aussi, et on va le voir par la suite, les conditions d'accueil sur le flotteur, les conditions sont un peu plus rudes, les conditions de mer notamment sont un peu plus rudes en hiver, donc elles sont peut-être moins favorables à ce que les oiseaux viennent se poser sur la plateforme. Donc tout ça, en fait, on l'a regardé également par rapport aux valeurs, à des variables contextuelles, des variables abiotiques, et on a essayé de rechercher des corrélations entre tout ça. Ouais, tu peux faire passer l'anime. Et donc, notamment, on a vu une corrélation avec la température et un optimum en fait de présence. Donc, c'est les graphes que vous voyez sur le bas. En ordonnée, vous avez à chaque fois le nombre de goélands, puis en abscisse la variable. Donc la première, c'est la température, c'est 20 la température exprimée en degrés. Et vous voyez que la fréquentation optimum, elle est aux alentours de 20 degrés. Ça tombe bien, ça reflète un peu ce qu'on voit, ce qu'on a vu au-dessus. Ben, en automne, c'est à peu près la température qu'on a sur le site. Et puis, on a regardé d'autres variables comme l'humidité. Alors, on l'a utilisé un peu plus comme un proxy des précipitations et on se rend compte que au-delà de 60% d'humidité, la fréquentation est quasi nulle. Donc, sans doute liée à des conditions qui sont largement défavorables pour les oiseaux. Ce qu'on se rend compte aussi, comme je vous le disais, sur les conditions de mer, on a regardé la hauteur des vagues et la période des vagues. La période des vagues, c'est la fréquence de retour, en fait. C'est une fréquence, c'est une période exprimée en secondes. Et on se rend compte que, eh bien, il y a aussi un optimum pour les vagues autour de 1,20 m. C'est dans ces conditions de mer que les oiseaux aiment bien venir se réfugier sur le flotteur. Par contre, si la hauteur de la vague dépasse ce seuil de 1,20 m, là, ils ont plutôt tendance à disparaître et à s'enfuir. Donc, idem pour la période des vagues sur des périodes courtes. Donc, c'est une mer un petit peu. Les périodes courtes, c'est un peu les mers hachées qui créent du clapot. Et donc là, on se dit, s'il y a du clapot, il y a plus de résonance au niveau du flotteur quand les vagues s'écrasent, peut-être plus d'embrun. Et ça aussi, ça crée des conditions que les goélands aiment moins sur le flotteur. Et c'est pour ça qu'ils ont tendance à le quitter. Donc voilà pour la variabilité saisonnière, mais comme je vous l'ai dit dès le départ, la variabilité temporelle s'exprime à différentes échelles. Et notamment, elle s'exprime aussi, on a vu des différences entre le jour et la nuit. C'est un petit peu le graphe que vous voyez là, où vous avez toujours ce nombre de goélands exprimé en temps relatif depuis le lever du soleil. 0, c'est le lever du soleil, et plus vous vous éloignez, donc à droite de la courbe, ça correspond au coucher du soleil exprimé en minutes. Donc ça fait des journées assez longues. Donc on s'est rendu compte que la journée, on avait moins d'oiseaux que la nuit, et on s'est rendu compte
que cette variabilité était également horaire. Au cours de la journée, on n'a pas le même nombre d'oiseaux et vous vous rendez compte assez facilement que le nombre minimum d'oiseaux correspond à peu près à la mi-journée. Gardez ça en tête, on va le revoir juste après. Ouais, si tu veux cliquer, OK. Donc on a une variabilité diurne, donc au cours de la journée, qui dépend notamment de la vitesse de vent. Euh, Plus la vitesse du vent est forte, moins on a d'oiseaux sur le flotteur. Il dépend aussi, la fréquentation dépend aussi de la marée. Donc là, si tu veux cliquer. Alors, là, c'est peut-être un petit peu tricky. Pour la marée, en fait, il faut retenir que au niveau de la latitude de Semreb, hein, ou en général sur la côte atlantique, en fait, quand on est en période de vives eaux, les basses mers interviennent à peu près à la mi-journée. Et donc, ce qui permet d'avoir les estrans exondés, donc disponibles pour les oiseaux, qui peuvent venir se nourrir. Et on fait la boucle avec cette fréquentation minimale que l'on a observée vers le midi, vers la mi-journée pour les oiseaux. Eh bien, on peut supposer raisonnablement que ces oiseaux quittent en fait le flotteur pour aller se nourrir, notamment sur les estrans ou d'autres zones accessibles. Un point important également, c'est que quel que soit le mode de fonctionnement de l'éolienne, on n'a pas vu d'influence, de corrélation avec la fréquentation. Donc si on croise un peu toutes ces informations-là, on peut retenir que de jour, le flotteur est plutôt utilisé comme un reposoir. On va s'intéresser à la nuit. Vous vous souvenez, on a vu cette variabilité nictémérale, hein, la différence entre le jour et la nuit, où la nuit, on a plus d'oiseaux que le jour. C'est la courbe qui remonte après le coucher du soleil. Et là, on se rend compte que les caractéristiques de fréquentation sont carrément différentes. On n'a pas les mêmes variables qui viennent influencer la fréquentation. On n'a plus de variabilité horaire. On a quelque chose, les oiseaux ont tendance à rester plus longtemps sur le flotteur. On trouve une relation avec le fonctionnement de l'éolienne, mais une relation qui peut être contre-intuitive, où on a plus d'oiseaux alors que l'éolienne est en marche par rapport à une situation où elle est à l'arrêt. Donc ça veut sans doute dire que ce fonctionnement de l'éolienne est... Enfin, les oiseaux ne sont pas sensibles à ce fonctionnement de l'éolienne. Donc de la même façon, si vous croisez toutes ces informations-là, de nuit, on a une utilisation qui est différente du flotteur, on a une utilisation qui est plutôt comme un dortoir pour les oiseaux. Donc voilà, ce qu'il y a à retenir, c'est que en termes de fréquentation du flotteur, donc vous avez majoritairement, très très majoritairement des goélands. Que ça soit de jour, de nuit, leur venue sur la plateforme dépend vraiment de l'état de mer, des précipitations. Et on a une variation qui s'exprime à l'échelle saisonnière, notamment en fonction de leur cycle de vie, de leur cycle de reproduction. Et que la fréquentation n'est pas diminuée par le fonctionnement de l'éolienne. Et les deux points importants, si vous ne repartez qu'avec ces deux informations, c'est déjà pas mal. C'est l'utilisation du flotteur de jour, ça sert comme un reposoir, de nuit, c'est plutôt un dortoir. Et attention à toujours bien contextualiser les résultats qu'on vous présente. Vous l'avez vu, hein, les jeux de données, ils sont pas exhaustifs, donc il y a une limitation. Les analyses statistiques, donc notamment les modèles de relations qu'on a pu vous montrer, ils restent quand même à consolider. Et puis, si vous vous souvenez des images de départ, on n'observe pas l'entièreté du flotteur. On a une zone très caractéristique qui correspond au boat landing et qui est potentiellement la zone la plus abritée du flotteur. Donc peut-être qu'il y a un effet de ce niveau-là. Merci Olivier pour ça. Je vois qu'on n'est pas trop en retard. Il reste 4 minutes. Je vais répondre à la question. On nous a demandé s'il y avait eu des observations de passereaux. En fait, et Posé? sinon pourquoi? En fait, il y en a. Pardon? Posé, oui. Et donc, en fait, la résolution de la caméra et la distance fait qu'on n'en a pas vu ou très peu. Et de toute façon, quand on a fait passer l'IA dessus, les quelques cas de mémoire, il y en a
petit peu, ou en tout cas on en a vu des fois, et clairement il n'y en a pas assez pour entraîner l'IA à la redétecter. Donc c'est à la fois un manque de sensibilité et de jeu d'entraînement, de rareté dans le jeu d'entraînement qui fait qu'on ne peut pas les détecter automatiquement. Euh, et donc pour conclure sur ce premier webinaire, on prendra un peu plus le temps pour conclure la prochaine fois, mais on va essayer de conclure avec d'abord méthode, moyens, quoi, et d'autre part les connaissances acquises. Donc sur les méthodes et moyens, on a pas mal de feedback à faire, mais en 2 fois 1 heure, c'est à peine suffisant. Mais toujours est-il que le suivi, on a vu avec analyse que le suivi acoustique permettait de détecter des espèces non identifiées dans la zone, donc ça peut être assez complémentaire. On a vu aussi avec analyse toujours que la détectabilité des oiseaux avec les outils actuels comme BirdNet n'est pas forcément assez performant, notamment au niveau du flotteur, qui peut être plus bruyant, hein. Est-ce que c'est juste à cause de ça? Est-ce que c'est le matériel? Est-ce que c'est les oiseaux eux-mêmes qui se comportent différemment quand ils sont sur le flotteur en reposoir, par exemple, et donc ils sont moins facilement détectables? Donc il y a tout un sujet là-dessus. Et on a mis en place une solution low cost de surveillance qui nous a permis quand même de mettre en avant l'effet reposoir et dortoir sur cette éolienne-là. Peut-être que c'est une méthodologie qu'on pourrait appliquer dans d'autres cas. Et brièvement, parce qu'on est presque au bout, Olivier, si tu veux reprendre la parole sur un peu un résumé des connaissances acquises là, sur ce premier webinaire. Ouais, un résumé et un croisement en fait des informations que vous avez pu voir, notamment en ce qui concerne la fréquentation, lorsqu'on croise l'acoustique, l'imagerie, enfin toutes les données qu'on a pu récolter et aussi les données que vous verrez jeudi. En gros, on arrive à une fréquentation de la zone autour de Semreb et de Semreb par 30, au minimum 35 espèces différentes d'oiseaux marins, on les a vus, mais aussi des oiseaux limicoles, des oiseaux qui sont terrestres. On voit que la zone de Semreb est plutôt une zone de passage, enfin est une zone de passage pour des oiseaux en migration avec 2 périodes importantes, le printemps et l'automne. Et si on zoome sur FloatGen, on voit que le flotteur est fréquenté majoritairement par des goélands. Encore une fois, une utilisation comme reposoir le jour, comme dortoir la nuit, une variabilité temporelle à différentes échelles, saisonnière, nictémérale, diurne, et une rotation des pales, des modes de fonctionnement de rotation des pales qui ne semblent pas déranger les goélands. Pour les chiroptères, la présence avérée de 6 espèces de chiro au niveau de Semreb, avec en termes d'activité, une activité détectée plus fortement à l'automne, notamment par vent faible et des températures qui correspondent, comme on l'a vu à l'automne, autour de 20 degrés pour les oiseaux. Voilà. Merci Olivier. On arrête là. Alors il y avait quand même quelques petites questions. Si vous devez filer, filez. Allez-y, je vous remercie. On avait quelques petites questions qu'on peut essayer de prendre. On nous demande si on a essayé de travailler sur la capacité de détection automatique de cette IA-là en fonction de la distance. Alors, et donc de la cible, taille des oiseaux. Malheureusement, non, hein. On a fait un premier test avec le bureau d'études en vol. Il faudrait pouvoir pousser plus loin. On n'a pas ajusté l'entraînement de l'IA. On n'a pas joué sur les paramètres de précision et autres. C'était un premier test pour voir ce que ça pouvait faire avec du low cost comme ça. Donc, malheureusement, non. Mais on a ces 4 années, plus de 4 années de jeu de données qu'on pourrait retravailler. On n'a pas besoin d'en acquérir davantage. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Après, on nous demande si le fonctionnement de l'éolienne ne modifie pas l'effet reposoir. Donc là, comme le dit Olivier avec sa tête, a priori non. Et non, Un peu la surprise. non, non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Et quelle est la proportion couverte par la caméra par rapport à l'ensemble du flotteur? Alors, j'ai plus les chiffres en mètres carrés en tête, ils seront dans le rapport. Si quelqu'un l'a sous le coude, dites-le. C'est un peu moins d'un quart. Moins On d'un veut quart. plutôt un cinquième. Mais c'est une zone un peu spécifique. On a essayé de le montrer dans le rapport, il n'y a pas de dérangement, il n'y a pas de conteneur, il n'y a pas. Et c'est un peu éloigné de la zone où les vagues peuvent déferler sur le pont. C'est ce que j'essayais de dire, Olivier, un peu tout à l'heure. Pour finir, il y avait une question, quels nouveaux résultats seront présentés jeudi comparativement à aujourd'hui? Ça va me permettre de finir. Donc jeudi, on va s'intéresser, voilà, maintenant qu'on a montré qu'il y avait une utilisation particulière du flotteur, notamment en reposoir en dortoir, à des grandes quantités, notamment de goélands. Est-ce que ça influe sur le risque de collision? Est-ce qu'on a pu mesurer des collisions? Donc on va
s'intéresser toujours par mesure acoustique à la fréquentation au niveau de la hauteur de la nacelle par les Chiro. Donc ça répond à une question qui a été posée tout à l'heure. On va regarder les interactions en vol Chiro-éolienne et puis les interactions en vol un peu pareil oiseau-éolienne avant de se concentrer sur le suivi de mortalité avec la collecte des cadavres et les analyses par un centre vétérinaire qui ont pu être faits et le suivi par caméra de détection au niveau concentré sur les pales. Donc ça va être plutôt interaction en vol et mortalité jeudi. Donc j'espère que vous serez tous toutes présents. Sinon, le webinaire est enregistré et sera diffusé par la suite. Je vous remercie. Je vous invite donc à être présent jeudi, à nous contacter directement par mail. Je remercie tous les partenaires du projet pour cette première étape. Et puis, eh ben, rendez-vous jeudi. Merci tout le monde.